Voilà, donc c'est parti. C'est qui le bonhomme qui vous parle? Ouais, c'est moi. Voilà, je m'appelle Jovian. Ouais, c'est marqué là. Ouais, je suis speaker. Et donc, moi, le jour, je suis développeur. Donc, je fais un langage de programmation qui s'appelle Java. Et donc, j'écris des poèmes aux machines pour qu'elles puissent nous rendre service. Voilà, et je suis payé pour ça. Et la nuit, je suis bénévole dans une association de solidarité internationale qui s'appelle Ingénieurs sans frontières. Et on fait de l'auto-hébergement de logiciels libres, principalement, pour nos adhérents et les salariés. Et entre les deux, j'adore faire des jeux vidéo. C'est ma passion, j'adore ça, je ne peux pas résister. C'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Mais alors comment c'est arrivé? J'ai découvert en seconde une personne qui s'appelle Nathan et qui a été privé de jeux vidéo pendant 2 mois. Ouais, c'est arrivé, 2 mois. Voilà, pas de jeux vidéo, voilà, c'est comme ça, puni, t'en faisais trop. Il avait juste accès à un vieux PC qui faisait pas grand-chose. Nathan a décidé d'apprendre à coder pour faire lui-même son propre jeu vidéo. Voilà, ça s'appelait Bomber Labby, on pouvait mettre des TNT, casser des murs, et puis il y avait des petits blobs, qui étaient animés. Voilà, donc il a fait ça en Java. Et quand j'ai vu qu'il avait réussi à faire ça en 2 mois, je me suis dit, mais comment c'est possible? Nathan m'a expliqué. En fait, ça, c'est un ordinateur. Vas-y, essaie de lui parler pour voir. Ordinateur! Dessine-moi un GNU. Ah, il fait rien. Hein. Et je comprends rien à ce qu'il raconte. Je ne comprends pas cet ordinateur, j'ai besoin d'aide. Il me faut un interprète. Bonjour, je vous présente Linux. Alors vous connaissez bien, hein, la plupart des gens vivent avec Linux. Hein, il est peut-être dans un PC, il est sans doute à peu près dans toutes vos poches. Voilà, ceux qui ont un téléphone Android parlent souvent avec ce petit pingouin. Il permet de faire le lien entre nous, pauvres mortels, et la machine qui parle un langage que je ne comprends pas trop. Voilà, bonjour Linux, ce sera mon assistant pour cette conférence. Mais pour parler à Linux, j'ai dû apprendre à coder. Donc Nathan avait appris sur le web, moi j'ai acheté la version papier, et donc j'ai préféré C++ parce que C++ mieux, c'est rapide, je joue un langage, etc. Et je l'ai appris en vraiment pas longtemps. Voilà. Donc, grâce à ce langage C++ qui parle à l'interprète qui s'appelle Linux, qui parle à l'ordinateur, qui fait des 0 et des 1, j'ai pu faire mes premiers jeux vidéo. Bon, au début, c'est juste du texte sur fond blanc, voilà, on devine un nombre, 42, c'est plus ou moins 50, c'est moins, plus, moins, plus, moins, oh, la machine trouve, bravo. Ensuite, on fait des jeux en 2D, avec ce que j'appelle la SDL. C'est une bibliothèque qui s'appelle Simple Direct Media Layer, qui permet directement d'afficher des images. Et là, tout de suite, on peut faire un Pac-Man ou un Pac-Man pour jouer à Pac-Man à 2, voilà. Donc, plusieurs fantômes, et puis il y a le tambourin, c'est le ménestrel qui attire les fantômes, et puis le troll, il mange les bonbons pendant ce temps-là. Voilà. Et j'ai même réussi à faire de la 3D. Après, on apprend à parler en OpenGL. Donc là, c'est un petit composant graphique qui s'appelle la carte graphique qui permet de faire de la 3D. Et j'ai fait une scène 3D. Alors tout ça uniquement avec du code. Hein. Voilà, j'ai pris C++ et j'ai codé. Et j'ai fait mes premiers jeux comme ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ma passion, c'est faire des jeux vidéo. J'y arrive. Voilà. Et alors, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est qu'il y a les gens qui disent moi j'ai un Mac, je peux tester ton jeu? Non. Est-ce qu'on peut jouer ton jeu directement sur Internet? Non plus. Et tout le monde a dans sa poche un Android, est-ce que? Non. Et puis 5 ans plus tard, j'en disais hey, tu te rappelles, tu avais fait un jeu, ok, je te le refais marcher. Ah, ça ne marche plus. Voilà. Alors en se battant un petit peu, on arrive à refaire fonctionner un jeu 3D. C'est quoi ce triangle rose là? Alors ça, c'est censé être jaune, c'est bleu. Ça, c'est trop zoomé. J'ai perdu la couleur ici, pourquoi c'est noir et blanc, je sais pas. Bref, j'ai perdu la gestion du temps, des couleurs, des 3D. Pff, ça marche plus. Alors, quoi faire? Ne faisons rien, c'est plus prudent. Attendons voir ce qu'il va nous dire. Qui? Godot. Voilà. Alors c'est qui? Godot est un moteur de jeu. Un moteur de jeu, c'est
un composant, un outil qui répond à toutes les problématiques que j'ai eues. Voilà, qui fait tous les trucs pénibles, qui est codé par des gens plus intelligents et plus nombreux que vous, et qui vous permet de vous concentrer sur votre jeu et uniquement votre jeu. Quand votre passion, c'est faire un jeu vidéo, c'est exactement ce qu'il vous faut. Mais Godot a le bon goût d'être libre. Nous sommes au Capitole du libre, Godot est un logiciel libre, sa licence est la licence MIT. C'est une des licences libres les plus permissives. Vous faites ce que vous voulez avec, tant que les développeurs ne sont pas responsables des conséquences de cela. Donc, si vous prenez par exemple Linux, mon assistant pour cette conférence, sa licence c'est GPL v2, donc c'est une licence libre contaminante. Tous les travaux qui y sont dérivés doivent rester libres et redistribués sous la même licence. MIT, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire du logiciel propriétaire, vous pouvez faire du libre, c'est compatible avec toutes les licences, c'est extrêmement permissif. Et ça va permettre son adoption en masse. Alors comment est-il né, ce petit Godot? Il est né vers les années 2000, voilà, 1999, 2001. Au début, il ne s'appelait pas Godot, il s'appelait autrement, je ne sais même plus. Créé en Argentine par deux développeurs dont je ne vais même pas essayer de prononcer le nom. Il était sur la licence d'avant, si vous avez bien lu. Voilà, Juan Lenitsky et... je ne sais plus. Tac, et Ariel Mansur. Voilà, bon, voilà, je ne parle pas espagnol ni argentin. Je vais prendre plus de risques de ça. Au début, Godot, c'était un logiciel fermé. Il travaillait dans le jeu vidéo. Il vendait comme prestation le fait d'avoir une surcouche pour simplifier le développement de jeux vidéo. Et donc, ils vendaient cette surcouche et leur expertise à propos de cela. En 2014, ils changent de boîte, ils changent de métier. C'est leur projet. Ils décident d'ouvrir le code source pour permettre à d'autres personnes de participer et de travailler de manière collaborative dessus. Donc, la Godot 1 sort en 2014 sous une licence libre. Voilà, donc la sélection cinématique qu'on vient de voir. Donc le développement, la sauce prend un peu, les gens s'y intéressent. En rajoutant de plus en plus de fonctionnalités, on arrive à Godot 2. Donc en 2016, avec plus de fonctionnalités, un peu stable, un moteur 2D, un moteur 3D, on commence à faire pas mal de choses avec. Et là, certaines personnes se disent ah, moi j'utilise machin 3D. La 3D elle est meilleure, on peut utiliser des matériaux, tout ça. Et moi j'utilise truc engine et c'est encore plus beau, on a des super matériaux et tout. Godot n'est pas encore à la hauteur. Bon, Godot n'est pas encore à la hauteur. Un de ses développeurs se dit bon, ok, Godot, ça fait longtemps qu'il existe. On va partir sur une nouvelle branche qu'on va appeler, qui s'appellera plus tard Godot 3, et on va réécrire le moteur de rendu pour faire les jolis effets 3D que nous demandent les gens. 18 mois de développement plus tard, beaucoup de contributions, de bugs, de versions alpha, etc. Ça marche. On a Godot 3 et son système de rendu PBR, Physical Based Rendering. C'est pour pouvoir faire des rendus réalistes, avec des effets de lumière comme la réflexion, l'anisotropie. Alors moi, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. S'il y a des designers dans la salle, je pense qu'ils vont commencer à me fouetter après, quand je vais dire n'importe quoi. Mais ça permet d'avoir des rendus plus réalistes, tout en ayant de bonnes performances dans un jeu. Et donc là, ça y est, Godot 3 il commence à avoir un peu de cachet et d'avoir de plus en plus d'adoption. Donc il monte en puissance, la communauté grandit, et on arrive à d'autres limites qui sont les manières qu'on a discutées avec la carte graphique. Donc là, le PBR est implémenté dans ce qu'on appelle OpenGL, qui est un framework libre pour pouvoir discuter avec les cartes graphiques, mais ça date des anciennes architectures, notamment ça marche bien pour les ordinateurs monoprocesseurs, mais aujourd'hui, il y a des ordinateurs avec plusieurs processeurs, et on aimerait avoir plus de performance pour des jeux qui sont plus gourmands, mais dont on aimerait qu'ils consomment moins de ressources. Rebelote, vraiment, même scénario, il y a un développeur qui part en disant j'ai une idée, on va mettre Vulkan dans Godot, on va encore tout péter, ça va faire une rupture de compatibilité, on va appeler ça Godot 4. Et là, tunnel pendant 2 ans, il travaille d'arrache-pied, il continue de maintenir Godot 3 en parallèle, il y a des maintenances release qui sortent, mais à la fin, ils arrivent à sortir, je dirais, 2023, un mois avant que je fasse cette première conférence au JDLL, Godot 4 sort avec Vulkan, ça marche. Et toutes les promesses qu'il a rendues, parce qu'évidemment avec Godot, qu'on commence à péter tout, on dit « Ah mais moi aussi j'avais un truc qui cassait la compatibilité, est-ce qu'on peut le rajouter? On peut le rajouter, on peut le rajouter ». Donc voilà, Godot il arrive, il a plein de nouvelles fonctionnalités. Et là les gens s'emballent. Oh, waouh, ça crie dans la salle, waouh, 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 Godot 4 c'est trop cool. Voilà. Ouf, bon, allez, maintenant on va parler de choses ennuyeuses, maintenant que vous êtes chaud. Donc voilà, donc au début c'était copyrighté, donc c'était géré par Ariel Mansur et Juan. Et après, pour pouvoir gérer le projet libre, ils ont rejoint ce qu'on appelle la Software Conservancy.
Donc il y a quelques projets que vous connaissez. Moi, par exemple, je connais beaucoup Git, qui me permet de collaborer avec mes collègues en échangeant du code. Et donc on voit qu'il y a Godot aussi. Donc ça permet d'avoir une structure juridique pour pouvoir recevoir les dons, payer les salariés, et épargner cela aux contributeurs du libre, et permettre de déléguer ça à une organisation qui en avait l'expertise et qui avait plein de projets. Mais avec l'adoption de Godot, avec de plus en plus de personnes, avec la conséquence de leurs dons, et le fait que ça faisait un moment qu'ils étaient sur le marché, la Godot Foundation a pu apparaître en 2022. Donc il était suffisamment mature pour pouvoir faire un organisme indépendant et récupérer la gestion des fonds de manière indépendante. La même année, au même moment, donc toujours au mois d'août 2022, donc une entreprise privée qui est indépendante de Godot, W4 Games, a été créée. Donc c'est les créateurs de Godot qui ont monté cette entreprise pour pouvoir vendre des prestations qui n'est pas compatibles avec un modèle libre, donc par exemple les ports sur console, et donc c'est quelque chose qu'ils font, et ils peuvent contribuer de manière, enfin c'est gagnant-gagnant, au moteur en faisant leurs prestations. Maintenant qu'on a compris un peu l'histoire de Godot, il est temps d'aller à l'abordage et à la découverte de ses fonctionnalités. Vous êtes prêts? C'est parti. Première fonctionnalité, bon, on dessine des trucs en 3D, donc voilà, donc Godot c'est un moteur 3D, donc on peut mettre de la luminosité, faire des effets de particules, rendre des surfaces avec des matériaux, voilà, donc des rendus graphiques plus ou moins avancés. Mais Godot c'est aussi compter, il sait calculer, résoudre des équations. Donc vous voulez juste une balle rebondissante, et ben vous dites qu'elle rebondit, et vous dites qu'elle est affectée par la gravité, et Godot s'occupe de tout. Il va déplacer votre balle, la faire rebondir, etc. Là, c'est des petites icônes de Firefox qui répondent contre des briques en terre. Voilà. Bon, c'est un petit proto que j'ai fait, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Voilà. Si vous faites un casse-brique, ça marche aussi. Hop. Godot va essayer de parler avec le maximum de choses dans le monde. Donc si c'est Internet, il peut discuter à travers le réseau. Si c'est une manette, il va comprendre. Il sait gérer l'audio, il sait gérer les écrans. Enfin voilà, Godot sait parler à plein de périphériques et vous avez juste à gérer votre logique. Godot est aussi très avancé en termes d'interface graphique. Donc en termes de boutons, de sliders, si vous aimez bien les jeux de gestion avec 4000 boutons, vous pouvez faire tout avec Godot. Si vous avez envie de ne pas faire des jeux mais des outils, vous pouvez les faire avec Godot. Donc ça c'est un des points forts de Godot, c'est qu'il a une bibliothèque pour faire des interfaces utilisateurs qui est très puissante et très complète. Alors ça c'est une fonctionnalité qui est un peu compliquée, qu'on appelle la navigation. Donc ceux qui jouent à des jeux de stratégie temps réel ou ceux qui jouent dans des jeux où il y a de l'intelligence artificielle, on a souvent une question, c'est quel est le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B, pour se trouver dans un environnement 3D, dans un environnement 2D, qui bouge quand il y a d'autres objets qui peuvent se rencontrer et qu'on doit éviter. Ça, c'est très compliqué à faire, et si vous voulez ajouter ce genre de comportement, Godot vous couvre grâce à la navigation. Donc il est capable de calculer en temps réel quel est le chemin le plus court, si jamais il y a de la vélocité d'autres objets, de les éviter, et si jamais votre monde change en temps réel, de retrouver le chemin le plus court en fonction du changement de votre monde. Tout ça sans sacrifier les performances. Je vous dis, c'est pas facile. Godot est donc polyvalent. Il sait faire la 2D et la 3D. Donc tous les moteurs 3D peuvent faire de la 2D, voilà, il suffit d'enlever une dimension. Mais ce qu'il faut savoir avec Godot, c'est que le moteur 2D est spécifique. Il est dédié. Avec Godot, quand on fait un rendu 2D, on parle en pixels, et en 3D, voilà, vous pouvez parler en mètres, unité que vous voulez, mais c'est deux moteurs en un. Pour pouvoir parler avec Godot, vous avez le choix. Soit vous prenez le bottin C++, mais comme il se veut accessible, vous pouvez utiliser une variante du Python qui s'appelle le GDScript, qui est beaucoup plus simple, qui est très intégré au moteur, qui est facile à écrire, qui est concis, donc qui permet aux gens qui ne savent pas forcément coder de pouvoir exprimer leurs règles du jeu. Et même les gens qui n'ont jamais codé de leur vie, le GDScript peut être leur premier langage de programmation. Godot, ça peut être le meilleur, ça peut être aussi un moyen de découvrir ce que c'est la programmation informatique. Le problème que j'avais tout à l'heure, le web, Android, tout ça, Godot vous couvre aussi. Donc on peut exporter en WebGL, donc c'est ce qui permet de mettre notre jeu facilement sur Internet. On peut exporter sur les plateformes, donc Android, iOS, et sur tous les systèmes d'exploitation connus, comme Mac, Linux et Windows, c'est ça? Ils sont en train de se prendre la tête, hein, ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, Apple, ils se disent que la SDL c'est nul, voilà, donc ils se présenter, du coup, ils se prennent la tête à implémenter Metal, les consoles, elles se disent, ouais, OpenGL c'est nul, du coup, ils implémentent Direct 3DX, enfin voilà, tous les trucs compliqués que vous n'avez pas du tout envie d'entendre parler, ils s'embêtent pour vous.
Et il gère aussi plusieurs écrans, depuis Godot 4. Donc si vous avez plusieurs moniteurs, si vous voulez faire des jeux avec plusieurs écrans, Godot le gère pour vous. Et si vous avez un casque de réalité virtuelle ou augmentée, c'est aussi intégré. Voilà, Godot, je sais parler à OpenXR pour Open Extended Reality. Et voilà, pour faire des jeux VR, ça marche aussi. Ça, j'ai vraiment envie de tester, hein, mais bon, je n'ai pas encore testé, je vous tiens au courant. L'accessibilité. Donc Godot, il réussit l'exploit d'être à la fois accessible aux débutants et de répondre à des solutions industrielles pour les studios un peu plus développés qui veulent faire des rendus professionnels. Mais il peut aussi tester l'accessibilité, comme par exemple la localisation, le fait de pouvoir traduire son jeu. Et une fonctionnalité, plutôt que d'attendre toutes les traductions, pour pouvoir tester si l'interface elle est robuste, on peut utiliser ce qu'on appelle la pseudo-localisation. Donc on met des accents partout, on met des chaînes de caractères qui sont super longues, et on regarde si ça pète notre jeu ou pas. Voilà, donc ça c'est pratique, hein, toujours dans le souci d'inclusivité. Et il peut écrire de droite à gauche, hein, parce que voilà, nous on a tendance à écrire de gauche à droite, mais il ne faut pas oublier que d'autres possibilités existent. C'est coopératif. Alors là, c'est un domaine un peu technique. Moi, j'adore Git. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Godot stocke toutes ses données dans des fichiers texte. Et les fichiers texte, c'est facile à lire à la fois pour une machine, pour un humain. C'est quelque chose que si on modifie à plusieurs, on va pouvoir, en fonction des lignes qu'on a modifiées, fusionner. Donc si vous travaillez à plusieurs ou si vous travaillez au fur et à mesure des ans, vous avez besoin d'un historique, etc., Godot fonctionne très bien, c'est très compatible, ils font attention à ça. Godot fait plein de choses, comme je vous le montre, et il y en a pour qui ça ne suffit pas. Ah, ils sont difficiles quand même, mais c'est pas grave. Godot répond encore à vos besoins. On peut étendre Godot. Donc si vous voulez déjà démarrer un jeu ou récupérer des plugins qui existent, il y a toute une bibliothèque de plugins qui est intégrée. Donc voilà, avec des licences et des versions diverses. Voilà, si vous voulez faire de l'ARV, si vous voulez faire du Git, si vous voulez gérer les menus facilement, si vous voulez une des premières scènes, des assets 3D directement compatibles avec Godot. Donc voilà, j'en passe, je vous laisserai explorer, mais ça permet de propulser directement et de faire des prototypes rapides. Voilà. Si jamais vous avez besoin de performance, j'ai des scripts, c'est un langage simple, mais si vous avez besoin de générer des mondes de manière aléatoire, ou si vous avez besoin de parler à du matériel un peu bas niveau, parfois vous avez besoin de faire des extensions. Donc, Godot est codé en C++, comme par hasard. Donc vous pouvez modifier directement son code source et faire des modules et le travailler à la compilation. Mais on peut aussi utiliser des extensions qui permettent de rajouter des comportements avec du code natif à Godot sans avoir à le recompiler. Notamment, il y a des gens qui aiment bien le Rust. Voilà, c'est un langage de programmation qui est à la mode et qui a quelques promesses intéressantes. Et il y a un port fait par la communauté pour faire des extensions en Rust. Je pense qu'il y a quelques graphistes dans la salle, voilà, des gens qui savent parler Blender. Moi, franchement, j'ai trouvé ça hyper compliqué. J'ai un immense respect pour vous, bravo. Des gens qui font du Blender, voilà. Il existe une super extension qui permet d'exporter depuis Blender dans un format qui s'appelle GLTF2, que Godot fonctionne très bien. Coucou Julien, voilà. Merci à lui de maintenir cette extension dans Blender pour pouvoir apporter nos beaux modèles 3D, nos animations et tout ça. C'est hyper compliqué, hein, franchement, chapeau. Et donc, dans Godot, vous pouvez récupérer les modèles faits par Blender. Puis GLTF2, c'est un format qui est assez abondant, hein. Quand vous allez dans les bibliothèques, vous en trouvez aussi. Voilà, Godot comprend le SVG, donc si vous voulez faire du dessin vectoriel, il peut les comprendre. Alors Godot gère que les formats, ce qu'on appelle le rasterized format, donc avec des pixels, mais il peut les convertir à l'import. Donc vous choisissez votre résolution et ça marche. Et puis si vous faites du GIMP et d'autres assets, hein, voilà, ça comprend plein de formats audio, du web, du OGG, etc. Tout ce que vous voulez faire en sorte que ça marche, ça marche. Godot est tellement fort que l'éditeur lui-même est fourni avec le moteur, il est codé en Godot. Donc votre éditeur Godot vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités que je vous ai expliquées, et c'est un jeu Godot lui-même. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu, voilà, vous comprenez, c'est pour ça que les composants d'interface utilisateur, ils sont super poussés. Bah oui, dès qu'ils en ont besoin pour l'utilisateur, pour l'éditeur, il l'implémente et du coup, ça existe, quoi. Voilà, bienvenue, voilà, cockpit d'avion. Donc là, on resserre le chapeau. Attention, c'est compliqué. Des boutons partout, des fenêtres, etc. Les gens qui utilisent Blender ou qui utilisent d'autres moteurs de jeu, ils ne sont pas forcément perdus. N'ayez pas peur, on va y aller un pas après l'autre. Je vous ai parlé de 2D, je vous ai parlé de 3D. Donc c'est des mondes complètement différents. On change avec les onglets qui sont à gauche. En 2D, on parle en pixels, on a notre propre vue, voilà, c'est tout plat. Et en 3D, on a un référentiel 3D. Et un onglet qui lui est dédié. Donc voilà, c'est dans deux mondes différents, donc c'est dans les éditeurs, c'est très séparé. On peut aussi éditer nos scripts, donc voilà, donc j'ai des scripts, le langage simple dont je vous parlais tout à l'heure, directement à l'intérieur de l'éditeur lui-même. Et encore une fois, Godot ne vous laisse pas seul, il vous accompagne. S'il y a des erreurs, il va vous expliquer à quelle ligne c'est, quelle est la nature de l'erreur, il va vous aider à autocompléter. La documentation est accessible directement depuis l'éditeur.
c'est l'expérience de développement et elle est encore bien présente ici. En général, les gens qui veulent faire des gros jeux, une manière pour eux, c'est de découper en cases. Voilà, on fait des tilemaps, des tilesets, vous avez vu, là j'ai des plateformes, voilà, je les découpe en carrés, et j'aimerais récupérer le motif, faire des terrains, et on va leur associer des formes de collision, on va associer des formes d'ombre, etc. Et on peut faire un jeu vidéo en Godot très rapidement avec ce qu'on appelle les tilemaps, donc les cases, très rapidement. Donc voilà, en plus, ils l'ont bien poussé sur Godot 4, on pouvait vraiment faire beaucoup de choses avec. Donc les animations, un domaine que je ne connais pas trop, mais il y a plein de façons de faire des animations dans Godot. Donc on peut le visualiser, on peut visualiser nos animations, faire des blending, des boîtes à états, des transitions avec ce qu'on appelle les animation trees. On a les animation players qui permettent d'avoir une timeline et pouvoir modifier toutes les propriétés que l'on veut, que ce soit la couleur, la position, etc., que ce soit sur un modèle 3D, que ce soit des composants. On peut les timer et les modifier, donc pour faire les effets qu'on veut. C'est complètement adaptable. Pour les artistes avancés qui ont des connaissances un peu techniques, donc là, attention, on va parler directement de la carte graphique. Le C++ permet de discuter au processeur, ce qui permet de faire la logique du jeu, mais les artistes, des fois, ils discutent directement avec la carte graphique pour faire des rendus massivement parallèles, instantanés. Ouais, vous imaginez, hein, 2000 pixels en haut, 1000 pixels sur le côté, ça fait combien? À peu près quelques millions de pixels. Si jamais on rend 60 images par seconde, ça veut dire qu'il faut que vous preniez moins de 15 millisecondes pour afficher une image. Donc voilà, donc là, on change de langage, on utilise un truc qui s'appelle le GLSL et qui va être compilé par la carte graphique et qui permet d'afficher très rapidement les pixels. Très compliqué tout ce que je viens d'expliquer, mais grâce à Godot, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les visual shaders pour faire ça avec des boîtes. Voilà, des boîtes, un peu du visual scripting, des entrées, des sorties, on peut voir les rendus intermédiaires et ça permet de rendre accessible aussi cette partie un peu compliquée du rendu graphique. Donc par exemple, on a une texture de base et puis on la fait tourner, puis ça fait une tornade. Donc là, on va voir, vous aurez à choisir le moteur de rendu. Là, on retrouve la différence entre Godot 3 et Godot 4. Godot 3, on n'avait que OpenGL, OpenGL 2 pour les téléphones et le web, et OpenGL 3 pour le desktop. Et depuis que Vulkan est apparu, on a 3 modèles de rendu. Donc en fait, les deux premiers, c'est Vulkan, hein, c'est le même. Forward Plus, c'est pour les grosses bécanes. Mobile, c'est pour vos téléphones portables ou les casques de VR qui sont autonomes. Et Compatibility, c'est OpenGL 3. OpenGL 2, on l'a perdu dans la foulée et c'était trop d'efforts pour le maintenir. Bon, j'ai parlé beaucoup de graphique. Je pense à toi, Simon, voilà, mon collègue avec qui on fait les ateliers Godot, qui est musicien professionnel et qui est très content de voir arriver dans Godot les racks de son, les effets, et depuis Godot 4.3, la musique interactive. La musique interactive, c'est où il y a un boss qui arrive, on commence à avoir des percussions plus de la musique, ça sent pas bon sauvegarder, voilà. Donc ça, c'est arrivé sur Godot 4.3, ça a l'air super stylé. Ouf. Donc là, je vous ai expliqué plein de fonctionnalités. Et comment sont-elles exposées de manière simple et accessible dans Godot? Grâce aux nœuds. Rassurez-vous, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Donc ça, c'est tous les nœuds qui sont disponibles. Donc on en retrouve quelques-uns. Là, on parle de navigation. Il y a des navigations ici. Là, ça parle de lumière. Là, ça parle de collision. Là-bas, il y a des sprites, des animations. Toute notre boîte à outils d'interface utilisateur, elle est là. On peut jouer des sons, spatial ou pas. Il y a de la physique là-bas. Donc voilà. Donc toutes les fonctionnalités qui sont présentes dans Godot sont accessibles via des nœuds. Les nœuds, c'est un peu comme des briques de base, et c'est en les assemblant qu'on va faire de la logique plus compliquée. Donc par exemple, la balle Firefox de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est une forme physique. Pouf. Donc elle a une forme, elle a une image, et puis si jamais elle fait des petites étoiles quand elle descend, elle fait des particules. Et comme c'est Godot qui décide de la position de la balle, voilà, la balle tombe, et vu que l'image, c'est un enfant de la balle, l'image va suivre la balle. Pareil pour sa forme, pareil pour les particules. Donc voilà, c'est en composant comme ça qu'on va faire des composants de plus en plus complexes. Pour pouvoir les ranger, on va faire des scènes. Un scène, c'est rien d'autre qu'un groupe de nœuds. Donc ma balle, elle est là. Et puis si je veux plusieurs balles, je mets plusieurs scènes balles. Pouf, pouf. Et voilà, j'ai plusieurs Firefox qui tombent. C'est juste ça. Et pour pouvoir lancer un jeu Godot, on va nommer ce qu'on appelle une scène principale, qui est la scène d'entrée que va lancer Godot au lancement du jeu. Maintenant, lorsque vous faites un jeu, vous voulez en écrire les règles. Comment est-ce qu'on écrit les règles du jeu? Donc, les petits scripts en GDScript, et on va les attacher à des nœuds pour pouvoir les guider, pour pouvoir expliquer comment ils vont réagir.
Donc le GDScript, on récupère l'éditeur sur lequel on va pouvoir écrire des choses. Le GDScript, on peut faire des variables. Les variables, c'est stocker quelque chose en mémoire. Je vais me souvenir de mon nombre de points de vie, j'utilise un entier. Ou alors, Linux se déplace à une certaine vitesse, nombre à virgule flottante. Il est vivant ou il est mort, c'est un booléen. Donc voilà, on déclare des variables, et puis les valeurs des variables changent au fur et à mesure du jeu en fonction de nos règles. Donc, pour pouvoir grouper nos instructions en GDScript, on va utiliser des fonctions qui sont disponibles dans la majorité des langages de programmation, qui permet de regrouper des instructions entre elles et qu'on peut appeler plusieurs fois. Donc si j'accélère 2 fois, eh ben, ce code est exécuté 2 fois. Voilà, on peut passer des variables, etc. Pour pouvoir construire nos scripts. Pour pouvoir faire de la logique, je veux accélérer seulement si tel critère, je veux faire une telle instruction plusieurs fois, on a des structures de contrôle. Les boucles pour, qui permettent de faire un nombre fixe de fois une instruction, ou un test pour pouvoir bifurquer sur certains cas selon les règles de votre jeu. Voilà, donc on cumule tout ça. Et une dernière notion qui est un peu complexe, c'est l'orienté objet. L'orienté objet, ça veut dire que vos variables et vos fonctions, on va les grouper ensemble. Donc rigidBody, il a ses propres variables. Par exemple, tous les nodes 2D ont une position en 2D. Donc ils peuvent être à droite, à gauche, x, y. Plus le x est important, plus il est vers la droite. Et du coup, tous les enfants, tous les nœuds qui héritent de notre 2D vont avoir cette même propriété position. Voilà, c'est tous les objets 2D. Donc ça, c'est grâce à l'héritage, on récupère dans l'orienté objet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans chaque script, on va avoir un héritage. Donc si mon pingouin hérite de rigidBody 2D, il va avoir toutes les propriétés physiques. Il va tomber, il va rebondir, etc. Donc on va spécialiser un nœud qui existe déjà pour pouvoir minimiser le nombre de lignes de code. Ne recodez pas tout depuis zéro. Godot vous donne des bases que vous pouvez personnaliser. Maintenant, l'idée, c'est de travailler main dans la main avec Godot. Vous allez avoir des scripts pour écrire vos règles et vous aimeriez que Godot fasse la majorité du travail. Donc il faut savoir comment communiquer avec lui et quand est-ce qu'on reprend le contrôle par rapport au jeu. Donc la fonction ready, vous voyez, elle commence par un trait, voilà, comme la plupart des fonctions privées que Godot vous donne. Donc c'est des fonctions qui existent dans Godot et que Godot appelle pour vous, il vous donne la main quand c'est bon. Donc la fonction ready, elle est appelée quand votre nœud est prêt. Il dit c'est bon, ton nœud il est dans la scène, tu peux faire quelque chose, je l'exécute qu'une seule fois et après je ne l'exécute plus. Donc vous pouvez par exemple initialiser des variables. Physics process, Godot par défaut, il va calculer la physique 50 fois par seconde. C'est suffisamment fréquent pour que ce soit lisse de manière en rendu, mais pas trop pour pas trop consommer de ressources. Et donc c'est typiquement le bon moment pour appliquer des forces, faire des logiques. Si j'ai appuyé sur le bouton, si bouton entrée est appuyé, il faut que je fasse sauter Linux. Hop, voilà. Et ça c'est pour générer, écoutez, ça c'est une fonction qui est appelée quand on appuie sur une touche. Voilà, j'appuie sur une touche, elle n'est pas gérée. Dans l'événement, on a tout ce qu'il faut. Si tu as appuyé sur entrée, je fais sauter Linux. Voilà. Une autre façon d'écouter Godot, c'est d'utiliser les signaux. Donc les signaux, encore une fois, Godot peut... c'est un peu comme quand on souscrit à une newsletter. Voilà, il vous envoie un mail, dès qu'il se passe un événement, vous vous écoutez et vous réagissez. Vous pouvez faire vos propres signaux. Donc si jamais, là on a un exemple de signal, c'est quand Linux décolle, on va émettre le signal, et dans un autre script, par exemple, on va pouvoir recevoir le signal et réagir à cela. Donc ça c'est les signaux, on peut les connecter depuis l'éditeur, on peut les connecter via script, et l'idée c'est de faire communiquer les nœuds sans avoir à écrire trop de code qui les rendrait trop difficiles à écrire ou à maintenir. Ça va? L'épisode technique est un peu passé. Courage, moussaillon. Allons explorer ce que nous offre la communauté. Donc déjà, comment se tenir au courant de ce moteur, de toutes ces nouvelles? Il y a plein de façons en fait. Moi, ce que j'aime bien, perso, c'est suivre les actualités sur site internet. Site internet, il est super cool, super accessible, il réagit super bien. Moi, je clique sur blog, je filtre en fonction de je veux. Moi, je filtre pas, je lis tout. Et puis, on regarde, voilà, qu'est-ce qu'ils font dans les rendus 2D ou 3D, ou comment ça fonctionne l'animation, ou qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la réalité augmentée. Donc ça permet de se tenir au courant. On peut aussi lire la doc, qui est très bien faite, qui est collaborative. Donc les timemaps que je vous expliquais tout à l'heure. Donc il y a à la fois des tutoriels,
qui sont dans le deuxième élément, gros élément à gauche, ou alors des manuels et des références, un peu un dictionnaire quoi, de tout ce qui existe dans Godot. Donc c'est plutôt pas mal cette doc. Donc pour pouvoir interagir avec les autres membres de la communauté, parce que vous n'êtes pas tout seul, regardez-vous, regardez, vous êtes plein dans cette salle, non? Ben, vous pouvez parler entre vous. Donc à venir au CDL, c'est un bon moyen. Et puis si vous voulez le faire par message, il y a plein de communautés. Donc voilà, le forum Godot, Discord, Reddit, Facebook, il y a même Matrix là, voilà. Donc il y a aussi deux grandes places que moi je connais où les contributeurs de Godot discutent. Donc il y a le chat des utilisateurs. Donc là, c'est ceux qui vont utiliser le Godot d'un point de vue artiste, game dev, designer, ceux qui vont utiliser le Godot en termes de clients. Ils ne vont pas forcément contribuer à son fonctionnement, mais ils vont l'utiliser, ils vont avoir des questions, comment je fais ci, comment je fais ça, est-ce que quelqu'un veut m'aider? Ça se passe sur le Discord. Il y a un Discord officiel et un Discord inofficiel en anglais, et il y a un Discord français, voilà, qui est maintenu par volontaire. Et pour ceux qui veulent discuter du développement de Godot en lui-même, qui veulent travailler sur la navigation, implémenter une nouvelle fonctionnalité, qui veulent discuter d'un bug, et ça se passe sur Rocket.chat, on peut se créer un compte, c'est libre d'accès. On peut soit savoir comment est-ce que les gens travaillent en interne pour pouvoir améliorer Godot, ou alors participer aux discussions pour discuter sur une nouvelle fonctionnalité ou les bugs éventuels. Alors attention, ça débite et c'est technique, hein. C'est fou, soyez dragons quoi. Si vous demandez comment participer à ce beau projet, maintenant que vous en êtes convaincu, c'est un beau projet, encore une fois, sur la documentation, c'est expliqué comment faire. Donc, rien que, par exemple, en parler au CDL, c'est une manière de contribuer. En parler autour de vous, faire des jeux, etc., c'est des bonnes manières de contribuer. Il y en a d'autres. Donc déjà, si vous faites partie des gens qui ont de l'argent mais pas de temps, voilà, il y en a une partie de l'humanité sont dans cette situation. Il faut savoir que Godot a des salariés et a pour mission de rendre à la communauté tous les dons pour que ça bénéficie au plus grand nombre. Donc un don ponctuel ou régulier, ça peut les aider. Si vous avez la possibilité de parler... Oula, on ne voit rien, pardon. Si vous parlez plusieurs langues, par exemple anglais ou français, vous pouvez aider à traduire la documentation, à traduire certains aspects du moteur et faire avancer l'effort collectif pour que la documentation et le moteur soient accessibles au plus grand nombre. Tout le monde ne sait pas parler anglais et ça, c'est vraiment une barrière pour les gens. Donc n'hésitez pas à contribuer là-dessus. Donc vous n'êtes pas tout seul, vous allez sur Weblate et puis vous pouvez vous faire un compte et traduire quelques pages et puis voilà, c'est un effort collaboratif, on avance tous ensemble. La partie la plus marrante, faire des jeux. Faire des jeux. Alors oui, moi j'en parle. Voilà, donc vous êtes là, à cette heure-là, dans la bonne salle, bravo, vous avez trouvé. Donc n'hésitez pas à faire pareil, hein, tout ça c'est libre, plus on en parle, plus il y a des gens qui peuvent l'utiliser. Maintenant, je vais vous présenter un peu ce que moi j'ai fait, voilà, je vais me vanter un peu de mes réussites. J'ai fait un jeu qui s'appelle Case, donc en fait c'est un casse-briques où il y a les briques qui sont de plus en plus résistantes et les balles rebondissent partout, il y a des effets de particules dans tous les sens, etc. Il n'y a pas de bruit par contre, hein. Voilà, moi quand je débute, il n'y a pas de son. La plupart de mes jeux sont sans bruit, mais bon, on commence bien quelque part, hein. Après, c'est un petit renard qui se fait bouffer par des poules. Alors les gens trouvent ça rigolo en général, et quand la difficulté augmente, il y a des roues de bicyclette qui essayent d'assommer le renard. Voilà. Donc en gros, c'est une variante du tutoriel par défaut de Godot, il faut qu'on fasse bouger le renard, et si jamais on n'y arrive pas, on a perdu. Et en gros, on a le nombre de secondes qu'on a réussi à tenir. Voilà, jouer avec vos potes, c'est très marrant. Là, il y a de la musique. Et puis j'ai même réussi à faire de la 3D. Il y a de la musique, il y a des bruits à l'impact, quand on fonce dans les cubes, oui, ça éclate partout et ça rebondit, ouais, ça marche, c'est vrai. Voilà, bon, ça s'appelle le Crazy Choco Driver, on est censé récupérer les tablettes de chocolat. Il n'y a pas encore de chocolat, c'est en version alpha, mais ça va arriver. Et j'ai même fait un plugin Godot, voilà, pour vous dire à quel point c'est facile de l'étendre et de faire des choses avec. Donc je l'ai fait. Et pour distribuer et rendre ça public, vous allez sur itch.io. Moi je m'appelle Recom Dragon sur internet, voilà, c'est mon pseudo. Et puis vous pouvez tester, vous pouvez faire des commentaires. Ouais, c'est cool, ouais, bon, le chocolat, quand est-ce qu'il arrive, quoi. Il n'y a pas que moi qui fais des choses avec Godot. Donc sur la page show réel du site, on voit tous les jeux qui sont faits avec Godot. Mais il n'y a pas que des jeux, il y a aussi des outils. Voilà, Pixelorama pour faire du pixel art ou RPG in a Box pour faire des jeux, encore une fois, juste plutôt RPG. Donc il y a plein de jeux, ils ne sont pas tous listés. Il y en a sur Steam, il y en a sur les stores que vous connaissez, il y en a beaucoup sur itch.io. Donc vraiment, à l'explorer, il y a vraiment des perles, hein. Franchement, Godot, ça permet à des gens de s'exprimer, à participer à cet art qui est incroyable, qui est le jeu vidéo. Et ça nous fait vraiment des petites pépites. Si vous en voulez en faire un vous-même, rendez-vous demain, 17 novembre, 10h30, en B306, bâtiment là-bas, où l'idée c'est de faire un jeu, de vous laisser un prototype qui n'est pas complet.
Donc en gros, c'est un casse-brique. Tiens, j'ai essayé de refaire la croix du Capitole du Libre. C'est plutôt réussi, non? Non, c'est pas trop. Bon, ok, d'accord. Donc on clique là, c'est ce niveau-là. Donc au début, voilà, la raquette, elle est uniforme, il n'y a pas de son dans les niveaux, toutes les briques ont qu'une seule vie, on n'a pas d'écran de game over, etc. Et l'idée, c'est de vous guider pas à pas pour que vous implémentiez les fonctionnalités une à une, jusqu'à arriver à un jeu méga vraiment trop stylé. Oh ouais. Voilà, à la fin, il y a des lasers, des balles électriques, des balles en feu, voilà, les raquettes, elles ont plusieurs vies, on peut récupérer des power-ups, ça part dans tous les sens, il y a de la musique dans tous les niveaux, des effets de bruitage et tout, il y a une mini-pause. Mini-pause, on s'en fout, il est déjà codé, ne vous inquiétez pas. Ok, voilà. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, la présentation elle-même est un jeu Godot. Voilà, allez, merci pour votre attention. Voilà, donc merci au Capitole du Libre de m'avoir permis d'exprimer et de vous de venir. Merci à vous d'être là. Merci aux contributeurs de Godot. Merci à tous ceux qui contribuent de près ou loin à cet écosystème libre pour faire des jeux vidéo. Vous êtes géniaux, voilà. Et puis j'espère que ça vous donnera envie de tester, de découvrir ou d'en parler autour de vous. Et j'ai le temps de prendre quelques questions. Je ne sais pas quelle heure il est. Voilà. Il est 10, on a jusqu'à 25. Donc, oui, question là-bas. Moi, j'ai commencé à faire des jeux, à 8 ans. Ok. Ok. Mais je me demandais si c'était quelque chose de très simple, pas besoin de scripter par exemple, c'était que des petits blocs, c'était du script, on a besoin des blocs. Est-ce que c'est facile la transition vers Godot en termes de complexité? Alors ça c'est une bonne question, je vais y répondre. Donc en gros, il y a quelqu'un qui parle de Game Maker, qu'on pouvait faire des jeux à l'âge de 8 ans, et se demande quelle est la facilité pour faire de la logique dans Godot en bougeant des petits blocs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Godot 3, il y a une fonctionnalité qui existait qui s'appelle le Visual Scripting. Ça permettait de faire de la logique dans les jeux en agençant des boîtes, des blocs de contrôle, et qu'on pouvait voir ce qu'on faisait visuellement. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec Godot 4, la notion de Visual Scripting a été abandonnée officiellement. C'est-à-dire que les mainteneurs et les contributeurs de Godot ne prennent plus le temps de maintenir ces fonctionnalités. Alors il y a plusieurs raisons à cela. C'est parce qu'en fait, ils se rendaient compte qu'elle n'était pas utilisée. Pourquoi ce n'était pas utilisé? Parce que le GDScript était tellement simple que les gens pouvaient l'apprendre directement. Dans la documentation, on trouvait plus d'exemples en GDScript qu'en Visual Scripting. C'était difficile de maintenir le Visual Scripting et souvent le GDScript avait plus de fonctionnalités que le Visual Scripting. Donc les gens qui faisaient un jeu en Visual Scripting, des fois ils arrivaient sur une fonctionnalité, ah bah non désolé, vous êtes obligé de faire un script là. Et du coup, beaucoup de gens devaient se mettre au script par défaut. Donc aujourd'hui, le Visual Scripting existe encore, mais sous forme d'un plugin maintenu par la communauté. Donc par défaut, Godot propose que le GDScript comme premier langage, mais ce que ça montre aussi, c'est que c'est tellement facile que les gens sont capables de s'y mettre et de l'avoir en premier langage de programmation. Donc malheureusement, il n'y a plus de manière officielle de d'assembler des petits blocs, mais ça veut quand même dire que scriptant en Godot, ça devient accessible et c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà. Ça répond à la question? Oui, merci. Parfait. D'autres questions? Autre question? Qu'est-ce que tu penses de l'idée que Godot devienne plus une norme dans l'industrie comme par exemple Unity, que ce ne soit pas juste utilisé par des petits studios ou des individus? Donc qu'est-ce qu'on pense du fait qu'ils deviennent de plus en plus gros dans l'industrie? Ouais. Est-ce que en l'état actuel, est-ce que tu penses que c'est envisageable? Alors c'est une question que je me pose. Donc par rapport au fait que Godot est en train de construire, il y a plusieurs aspects à considérer. Donc déjà, il y a le fait que Godot est quand même majoritairement maintenu par des bénévoles ou des salariés qui sont payés avec des dons. Et donc ça donne une force de frappe beaucoup moins grande que les industriels, qui peuvent avoir des workflows dédiés pour les artistes par exemple. Donc ce qui se passe souvent avec Godot, c'est qu'ils font des choix sur la simplicité. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont faire un choix technique, ils vont se dire qu'il faut que ça marche partout par défaut. Il ne faut pas qu'il y ait des SDK propriétaires qui sont nécessaires pour que ça fonctionne. Donc ces choix-là, déjà, ils vont garantir que le plus grand nombre de personnes possible puissent accéder aux fonctionnalités. Il y a autre chose auquel moi je pense, c'est que le fait que Godot soit adopté, il est visible, notamment avec machin 3D qui a essayé de changer de norme de licence récemment. En fait, il y a eu un peu un espèce de scandale dans cette industrie qui a redirigé pas mal. Il y a eu des grandes entreprises qui ont fait des subventions, qui subventionnent Godot comme alternative. Le fait que Godot arrive à concurrencer les engins propriétaires connus, ça lui donne aussi une visibilité et une capacité de concurrencer ces moteurs-là
en étant libre. Donc ça, c'est aussi une grande opportunité parce que ça bénéficie à la fois pour les débutants. Et comme Godot arrive à faire le grand écart, à être à la fois accessible pour vraiment les gens qui découvrent le jeu vidéo et pour les studios, et en fait, l'engouement de l'industrie du jeu vidéo permet à tous ces débutants d'être sûrs que leur moteur sera maintenu dans la durée et que 5 ans plus tard, ils ne se trouvent pas avec des triangles roses ou du temps qui faillit 10 fois plus vite parce que ce n'est pas maintenu, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question, mais c'est une question qu'on peut vraiment développer à l'infini, quoi. Mais enfin voilà, je vous conseille de suivre un peu. Justement, on peut se poser des questions. W4 Games, c'est une entreprise privée qui va faire du business avec Godot. Qu'en est-il de la gouvernance? Non, Godot Fondation a la gouvernance. Dans le board, il n'y a pas que les créateurs, il y a une dizaine de personnes et on n'est pas à la merci des intérêts industriels. On a une autonomie et une indépendance sur le projet. Donc on peut être rassuré par rapport à ça. Question intéressante, cela dit. Merci de l'avoir posée. D'autres questions? Voilà, donc si jamais il y a besoin, moi je reste en CDL jusqu'à demain, on peut se voir à l'atelier. Si vous me croisez, vous pouvez aussi poser des questions. N'hésitez pas. Voilà, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère. Merci beaucoup.